Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler Formule 1 avec la notation des pilotes suite au Grand Prix du Canada et je m'en excuse, je sais que j'ai énormément de retard pour cette vidéo, mais je retrouvais pas ma casquette alpine donc je ne pouvais pas filmer. Blague à part, on y va, c'est parti pour les notes qualification et Grand Prix, on va faire les deux, et on va commencer par les pilotes du coup de l'écurie As, puisqu'ils sont en bas. Je rappelle que l'ordre du Grand Prix final c'était Verstappen, Sainz, Hamilton, Russell, Leclerc, Ocon, Bottas, Guan Yu, Zhou, Alonso, Stroll, Ricciardo, Vettel, Albon, Gasly, Norris, Latifi, Magnussen, Tsunoda, Schumacher et Perez. Alors bien évidemment vous l'aurez compris, puisqu'il y a eu des changements de pièces, que ce soit Perez, Tsunoda, Norris et Leclerc n'ont pas de note en qualification, puisque, encore une fois je le rappelle, je note la performance maximum possible d'un pilote, forcément. Parce que si la voiture elle a des problèmes, on va en tenir compte, on prend en compte aussi le résultat, mais aussi la différence par rapport au coéquipier. Bref, on prend tout ça en compte pour voir un petit peu si le pilote est passé à côté ou pas. Donc dans le cas de Perez qui change des pièces, on sait très bien qu'il n'a pas pu aller à fond. C'est la même chose pour Tsunoda, Tsunoda qui a terminé dernier, voilà, mais qui est juste sorti faire un petit tour. Vous voyez, il a fait... alors vous le voyez pas à l'écran, mais il a fait que 4 tours, alors qu'en Q1, c'est à peu près au moins 10, 11, 12 tours pour des qualifications classiques sous la pluie. Donc voilà, il a fait 4 tours, un petit tour et puis s'en va. Il a fini dernier, mais en même temps, voilà, on savait qu'il allait démarrer au fond du classement. Donc il n'y avait pas de problème vis-à-vis de ça. Là même avec Norris qui a eu des problèmes, Leclerc et autres. Donc pour Schumacher en qualification, je lui ai mis un 9 sur 10 et à Magnussen, je lui ai mis du coup un 9,5 puisqu'il est devant son coéquipier. Très impressionnante les As et du moins leurs pilotes aussi, puisqu'ils ont fait des très très bons temps. Alors parfois c'était l'un devant l'autre, ça s'est un peu échangé, mais c'est sous la pluie, donc on prend aussi en compte les conditions qui sont pas toujours faciles. Les écarts sous la pluie peuvent être énormément impressionnants. Par exemple, vous pouvez vous retrouver une seconde plus lent, mais c'est parce que la piste évolue tellement vite. Regardez, entre la Q1, on est en 1,33, la Q2, 1,25 et 1,23 pour la Q3. Les temps diminuent fortement. 1,32, 1,26, 1,22. C'est pas comme des qualifications sur le sec. Donc, il suffit que tu passes, genre, ne serait-ce que un ou deux tours après ton coéquipier. La piste, elle peut être une seconde plus rapide et franchement, ça fait une différence. Donc, on va prendre moins en compte les écarts, même si on va quand même les notifier. Donc là, il y a 3 dixièmes et 4 dixièmes sous la pluie. Oui, c'est tout à fait correct, on n'est pas aussi méchant que si c'était sur le sec. Donc deux très bonnes qualifications de la part de l'écurie As qui se classe devant une Alpine et une Mercedes, c'est très bien. Et devant les McLaren, prêts à marquer un maximum de points. 5 et 6, c'est des super séances de qualification. Donc un 9 sur 10, un 9,5 sur 10 pour Magnussen. Pour ce qui est de la course, on ne va pas noter Mick Schumacher, étant donné qu'il a abandonné sur problème mécanique, en ayant, je crois, c'était au 20e tour de souvenir. Donc sur 70 tours global, il a même pas fait la moitié de la course. Donc on va pas être méchant. Magnussen, je lui ai mis un 3 en course, et là vous allez dire, ah, 3 sur 10, c'est un peu violent. Oui. Déjà, Schumacher, il perd une place au départ sur Ocon, ce qui est déjà très mauvais parce que le but c'était un peu de conserver l'Alpine et bon, la Mercedes ça aurait peut-être été un peu chaud, mais au moins conserver l'Alpine derrière pendant un maximum de temps. Ah, quitte à créer un train de DRS avec d'une part Magnussen et Schumacher qui défend et derrière Ocon et Russell ne peuvent pas passer, pourquoi pas. Maintenant j'ai mis un 3 à Magnussen, vous allez avoir les raisons. Déjà, il finit tout en bas de la liste. Vous allez dire oui, mais bon, problème mécanique. Non, c'est pas vraiment un problème mécanique, c'est plutôt deux pilotes qui se touchent. Donc vous allez me dire ouais, mais dans ce cas-là, c'est pas entièrement de sa faute, et je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est les pilotes qui se touchent, puisque c'est la deuxième fois depuis cette année, avec la première fois au Grand Prix de Barcelone, Grand Prix de Barcelone, où Magnussen et Hamilton se font une toute petite touchette. Mais cette petite touchette, elle fout en l'air le Grand Prix pour As. Donc on ne peut pas être maintenant indulgent à nouveau sur ce genre de choses. Magnussen était largement en position de marquer des points dans ce top 10, de ramener des points pour As qui attend de réouvrir son compteur de points pendant un bon nombre de paquets. À quel moment tu te dis allez, vas-y, je vais défier une Mercedes? Non, non, non et non. Déjà, à Barcelone, même après une super bonne séance de qualification et un bon départ,
Pourquoi Magnussen tente de faire l'extérieur sur Hamilton? Tu seras jamais plus rapide qu'une Mercedes, premièrement, et deuxièmement, tu seras jamais plus rapide qu'une Mercedes. Donc, en soi, genre, tu vas faire quoi? Tu vas bloquer Hamilton 3 tours, le temps qu'on a le DRS, et après il va te repasser sur la ligne droite, parce que tu peux pas bloquer une Mercedes qui avait un rythme pas croyable. Donc, non seulement il y a une première touchette Hamilton-Magnussen, mais ça a pas de sens. Je comprends s'il y a une touchette avec Ocon, avec Alonso, avec les McLaren ou avec les Alfa Romeo, parce que c'est concurrent direct. Si tu peux gagner une position, tu vas gagner cette position. Mais là, c'est pas comme si il partait devant Hamilton et donc il essayait de bloquer Hamilton. Non, Magnussen essaye, pour je ne sais quelle raison de pilotage, de prendre la position Hamilton, ce qui n'a absolument pas de sens en termes de d'écurie quand tu cherches à réouvrir ton compteur de points. Et là, rebelote, Grand Prix de Montréal, qu'est-ce que fait Magnussen? Il tente l'extérieur sur Hamilton. Non, en fait, même si Hamilton il n'a pas une bonne sortie du virage 2, tu te pointes à l'extérieur, Hamilton le tasse un peu, donc oui, on va dire 50-50 parce qu'il faut être deux pilotes pour avoir un accrochage. Mais en fait, pourquoi il se place là et tente ce passage? Il avait juste qu'à prendre sa position derrière Hamilton et il aurait eu l'air libre parce que Hamilton serait échappé, Russell serait remonté, aurait dépassé Magnussen. Mais en gros, il aurait pu rouler devant Ocon tout le Grand Prix. Bah, sauf si le rythme de l'Alpine était incroyable. Mais donc voilà, c'est une énorme perte de points. Et pour moi, c'est abusé parce que As en a cruellement besoin pour le championnat. Là, il y a les deux pilotes qui sont dans les top 5 et 6 pour partir. Il y en a un qui a un problème mécanique et il y en a un autre, on ne comprend pas ce qu'il fait. Personnellement, moi, je ne comprends pas. Tu veux faire l'extérieur sur Alonso, pourquoi pas Ocon, les Alfa Romeo, les McLaren, oui, mais pourquoi tu tentes de faire... Enfin, c'est exactement aussi débile que si c'était Alonso qui s'accrochait avec Verstappen pour dire je vais mener la course pendant un tour ou pendant 3 tours. En fait, ça n'a pas de sens, tu vois. Tu sais très bien que après les qualifications d'Alonso en première ligne, en deuxième position, tu sais très bien qu'il joue pas à la deuxième position. Il joue au mieux la Red Bull, la Ferrari, les deux Mercedes, et après t'es cinquième. Et s'il y a des abandons, tu joues le podium. Mais c'est comme ça, c'est... tu peux pas faire autrement, faut être réaliste. Et là, je pense que Magnussen fait preuve de... Je sais pas c'est quoi, si c'est de l'ego ou j'en sais rien, mais il fait pas preuve de réalisme du tout. Ton écurie a besoin de points, t'es en position d'inscrire des points, et c'est encore une erreur à la con pour une tentative de dépassement sur une voiture que tu sais que tu ne retiendras jamais derrière. Pour moi, il y a zéro intérêt, hormis perdre des points, et c'est exactement ce que Magnussen a fait, perdre des points. Je peux pas lui mettre une bonne note sur le Grand Prix. Ils ont tenté une stratégie complètement décalée après la safety car, où il s'est pas arrêté, donc il avait des pneus durs de 50 tours, je crois il était en 13e position, et après il s'est fait dépasser par Norris, par Albon, par Gasly, par toute la clique, de toute façon, puisque Magnussen a fini dernier, il a même fini derrière Latifi, en même temps avec des pneus qui devaient faire 60 tours, c'était un peu chaud. Mais ça n'a pas de sens, hein. Ça a tellement pas de sens de prendre autant de risques pour aussi peu de récompenses. Latifi, bon bah en qualif, je lui ai mis un 2, et en course, je lui ai mis un 3. Alors certes, il est toujours dernier, mais au moins il ramène la voiture à la maison, et tant qu'il fait pas de casse, on peut pas vraiment lui en vouloir. C'est juste qu'il est super lent, donc pas grand chose à dire là-dessus. Au niveau des qualifs, il a fini juste devant Tsunoda. Et il est genre méga loin d'Albon une 34,04. Non, une 34, ouais. Une 34,0 et une 35,6. Une seconde 6 d'écart. C'est beaucoup, malgré qu'on soit sur la pluie, c'est beaucoup. Mais c'est surtout que, après, la Q2, ça va être pas des... ça pourrait lui faire du bien d'y aller de temps en temps, quand même. Parce que Albon, lui, il souffre vraiment de la comparaison d'équipiers. Donc les notes, elles fusent vers le bas, malheureusement. Et ça, c'est pas cool. Donc Albon, je lui ai mis un 9 du coup en qualif et un 9 en course. Alors les 9 pour le qualif, comme on l'a dit, Albon, une 34,0, puis une 26, 850, ça évolue très vite. Mais quand on prend autant, il est quasiment au coude à coude avec Bottas. Alors oui, il a eu de la chance parce que derrière Perez ne roulait pas pour pas prendre de risques. Norris a eu un DNF et Charles Leclerc n'a pas sorti des stands. Donc il était obligatoirement
12e dans cette Q2, mais c'est surtout que bah, le temps est super proche d'une Alfa Romeo, et vous avez vu le rythme des Alfa Romeo qui est assez incroyable. Donc, il aurait pu passer devant Bottas, ça aurait été assez incroyable, mais on rappelle que la Williams, c'est quand même pas terrible. Donc, voilà, donc ouais, un 9 en qualif et en course, Bottas, ça fait du Bottas, hein, donc il prend il prend un départ moyen, il fait une erreur, il perd 2 places sur Perez et sur Albon, et après on connaît la Williams, c'est une Alpine, hein, c'est-à-dire qu'elle a pas beaucoup de downforce, de grip mécanique, mais par contre, très peu de traînée, une grosse vitesse en ligne droite, c'est difficile à dépasser. Bottas fait une connerie, et après, il perd un temps fou derrière Albon, qui fait de très bonnes défenses, qui a retenu l'Alfa Romeo pendant pas mal de temps d'ailleurs, et même aussi Leclerc qui arrivait derrière à la remontée. Donc voilà, ouais, il fait ce qu'il peut, après il finit pas dans les points, hein. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? En même temps, il a pas la voiture pour, donc, mais lui, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse le maximum avec sa voiture. Donc, je rappelle, encore une fois, si vous découvrez la chaîne, le 8, c'est pour moi faire son taf en tant que pilote. 8 sur 10, c'est une bonne note, t'as fait ton taf. Si maintenant, pour faire ton taf, il faut que tu commences à dépasser des pilotes, ou que tu doives défendre ta position, eh ben tu vas grappiller des points, 8,5, 9 par exemple. Et après, on rentre dans de la course mythique, où t'as fait un truc de malade. Mais bon, voilà, déjà 9, c'est globalement un truc bien solide, tu vois. Maintenant, on va passer sur, on va dire, les McLaren. On va prendre les AlphaTauri. Les AlphaTauri, donc Tsunoda, on va pas le noter parce qu'il avait pénalité moteur, donc voilà, il est juste sorti faire un petit tour. Et pour, du coup, la course, je lui ai mis un 2. Ouais, vous savez, hein, vous savez que je retire des points quand les pilotes se crashent parce que ça coûte de l'argent aux écuries, et maintenant nous sommes dans des budgets capés, hein. Il y a 2 ans, on s'en foutait, maintenant on ne s'en fout plus du tout, et coûter de l'argent, c'est difficile. Je lui mets pas un 1, je lui mets un 2 parce que c'est juste l'aileron avant, c'est pas très rapide, donc il y a moins de casse que prévu, mais quand même, c'est se foutre en l'air, tu vois, sur son Grand Prix, alors que son début de Grand Prix était pas mauvais à Tsunoda, donc c'est un petit peu dommage, hein. Pour Gasly, je lui ai mis un 4 en qualification. Donc un 4 en qualification, 1,34 492, c'est loin, hein, honnêtement. On est à 4 dixièmes de Albon, par exemple, ou de Norris. Donc c'est un petit peu chaud quand même. Après, c'est sûr que on peut pas faire la comparaison avec Tsunoda qui n'a pas vraiment roulé, mais élimination au Q1, ça fait un petit peu mal, alors que l'AlphaTauri avait les moyens de faire mieux. On rappelle qu'aux essais 3, sous la pluie, c'était quand même assez impressionnant, avec Vettel aussi d'ailleurs. Donc c'est un peu loupé le coche, donc pour moi ça vaut moins de la moyenne. Et en course, je lui ai mis aussi un 4. Il était un peu inexistant, malgré la stratégie, c'est pas ça non plus qu'il plombe plus que de raison. Mais globalement, voilà, il est resté un petit peu derrière tous ceux devant lui qui étaient passablement un peu plus rapides. Les Alfa Romeo, les Aston Martin. Il n'y a pas eu grand-chose. J'ai trouvé même un peu moins mordant que Tsunoda, parfois, qui était présent pour tenter des choses, mais bon. Passons aux Aston Martin. Alors, aux Aston Martin, j'ai mis un 4 à Vettel pour les qualifs. Hein. C'est un peu comme Gasly, quoi. Il passe à côté, et pour moi, ça vaut pas la moyenne. Et j'ai mis un 2,5 à Stroll. Donc voilà, Vettel, 1,34 512. Donc pour moi, c'est comme Gasly, ils sont passés à côté de leur session. Et Stroll, on est 1 seconde plus lent que le coéquipier. On sait que l'Aston Martin était quand même plus ou moins performante, donc c'est un petit peu dommage. En course, j'ai mis un 8 à Vettel et j'ai mis un 9 à Stroll. Stroll, dont personne n'a absolument parlé, là, alors qu'il finit dans les points, il prend 1 point. J'ai mis un 8 à Vettel parce que je trouve qu'il fait une bonne course. Il fait le job, excusez-moi. C'est juste que la stratégie sur ce Grand Prix n'a pas joué en sa faveur. Je rappelle que sous safety car, du coup, ça s'arrête et Stroll ressort derrière Vettel avec des pneus médiums. Donc, en termes d'esprit d'équipe, en fait, on demande à Vettel de bien vouloir laisser passer Stroll, puisqu'il est en pneu médium plus frais, pour voir si Stroll va être capable de dépasser Ricciardo. Et si jamais Stroll ne dépasse pas Ricciardo, ils vont de nouveau swap les positions. Ils étaient de toute façon en 11e et 12e place,
Donc il n'y a pas le choix, il faut tenter quelque chose. Vettel avait les mêmes pneus, même je crois un petit peu plus vieux que Ricciardo. Donc pour le dépasser, c'est difficile. Mais quand tu as ton coéquipier en pneu neuf, il faut le tenter. Donc Vettel s'est rangé sur la ligne droite des stands. Il a laissé passer Stroll. Stroll, en 3 tours, a rattrapé Daniel Ricciardo. Et il a justement pu le dépasser. Notons quand même, et là je vais en reparler quand on aura les McLaren, il faut pénaliser Daniel Ricciardo pour son comportement en piste qui a l'un... Alors oui, il est tout smile comme ça, mais c'est un très très mauvais perdant qui fait payer aux autres en piste et de manière très dangereuse. On va en parler un petit peu après. Il n'y a personne qui le note. Je ne sais pas pourquoi personne ne le voit dans le Grand Prix. Pourtant, ça a été diffusé c'est passé devant tout le monde à la télévision. Et, en gros, personne ne le note. Et il faut arrêter Ricciardo de faire ça parce que c'est très très dangereux pour la sécurité des pilotes. Donc, pour Norris, bah, on va pas le noter pour les qualifs. Et du coup, en course, je lui ai mis un 4. Alors, certes, le pauvre, ça n'a pas été du tout son Grand Prix parce que... En même temps, erreur stratégique, le rythme était inférieur quand même à celui de Ricciardo pour le coup en course. Les stands, c'était catastrophique sur l'arrêt de Ricciardo, c'était encore pire sur l'arrêt de Norris. Tout ça, je le prends pas en compte. Par contre, ce qu'on peut prendre en compte, c'est que le pilote a fait une erreur personnelle où il est rentré dans les stands trop vite et donc Norris a pris lui-même 5 secondes de pénalité par sa propre faute. Donc au départ, je voulais lui mettre un petit 6. Je le descends à 4 parce que c'est pas parce que la course est un petit peu différente de ce que t'aurais aimé que une erreur c'est une erreur, tu peux pas te permettre de prendre 5 secondes de pénalité, peu importe si t'es 18ème ou pas, il y a toujours quelque chose à jouer, on sait jamais. Imagine un gros carambolage, podium. Bon, bref. Pour Ricciardo, je lui ai mis du coup un 8 en qualification, puisqu'il est arrivé tranquillement en Q3, donc à la 9ème place, devant Guan Yu Zhou, avec des temps tout à fait corrects. C'était une bonne prestation. Donc pour moi, Ricciardo a fait le job. Il se place devant 2 Alfa Romeo, derrière les Alpines et les Mercedes qui de toute façon étaient plus rapides, et les As qui ont été performantes. Donc voilà, Ricciardo a fait le job. C'est parfait. Maintenant... Ah non, si c'était parfait, il aurait eu 10. En course, je lui mets un 6 pour la simple et bonne raison d'une agressivité. Alors là, laissez-moi, s'il vous plaît, la rechercher juste 2 secondes, parce qu'en fait, je l'ai supprimée. Donc je vais vous la rajouter tout de suite. Où c'est que je l'ai enregistré, logiquement? J'ai dû mettre i, tac. Je crois que je l'ai là, voilà. Ok, donc je vous mets une petite image ici. Donc ça, c'est au moment où Lance Stroll rattrape Daniel Ricciardo pour le dépasser avec ses pneus médiums plus frais, alors que Ricciardo, il a des hards. Et donc à la télé, on a vu ce schéma où donc Stroll rattrape Ricciardo, prend l'aspiration et justement qu'on commence à le dépasser sur la ligne droite et les commentateurs nous font toujours un Oh, Ricciardo a fait une erreur et du coup Stroll l'a dépassé. Non, non, non et non, ça fait des années que Daniel Ricciardo fait ça. Là, je vous mets juste un petit screen, mais en fait, à la sortie du virage, Ricciardo, il frôle la piste à droite. Donc juste avant ce petite zone de béton que vous pouvez voir sur le côté du pneu droit de Stroll, juste avant cette zone de béton, il y a déjà de l'herbe, de la terre. En fait, il roule dedans pour envoyer de la terre dans la visière du pilote adverse. Puis après, donc du coup, il s'écarte, et là, de nouveau, il y a de l'herbe, et là, il refonce dans l'herbe, il roule avec ses pneus sur le côté, proche de l'herbe, pour faire des gros nuages de fumée, pour envoyer des cailloux, tout ce qui est terre, cailloux, etc., dans le pilote adverse, qui se prend ça dans le casque, qui peut se prendre ça dans les écopes de frein, dans le circuit d'aération, enfin bref, ça peut rentrer partout sur la bagnole. Et en fait, ça passe à la télé, il y a personne qui le remarque. Et si vous voulez voir sa répétition, vous regardez le Grand Prix d'Autriche au Red Bull Ring. À chaque fois que Ricciardo se fait poursuivre, regardez sur les saisons précédentes, à chaque fois que Ricciardo se fait poursuivre, eh ben vous allez voir que au niveau, alors pour le Red Bull Ring, je vous rappelle quand même, ça fait un tracé qui fait ça, qui monte, il fait blablabla, et ça revient, un genre de gros nœud papillon, tu vois.
Et en fait, vous savez, le dernier virage où tu tournes à droite, tu descends en tournant à droite serré, et là, tu es sur la ligne droite des stands. Bah, ce petit virage ici, tous les pilotes le prennent, ils sortent sur le vibreur, en qualif, voilà, ils essayent de mort. Sauf que vous allez voir, si vous regardez, alors je sais plus c'est sur quel pilote, je crois que c'était sur Ocon ou Charles Leclerc aussi, il y a les saisons précédentes, quand il remontait. Bref, quand ils arrivent, à chaque fois, Ricciardo, il sort de la piste, il mord la sortie de vibreur, et il fait un gros nuage de poussière pour en foutre plein dans les yeux du pilote, et des cailloux, etc. Et honnêtement, il faut arrêter, il faut arrêter. Je ne comprends même pas comment il n'a pas des pénalités anti-fair play pour ça. Les gens vont te dire, il a fait une erreur. Non, 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 regarde bien, hein. Il pilote, boum, il met le volant à droite, il va 2 fois dans l'herbe pour envoyer exprès des saloperies sur Stroll. Je comprends pas. Comment on ne pénalise pas ce pilote? J'aurais bien mis un 8 en mode, il a fait le taf en course, mais non. Là, c'est pour moi, c'est pas possible. Et si vous ne me croyez pas, eh ben, à la limite, il faudrait que je vous fasse des screens des Grands Prix en Autriche ou autre. Et il y a d'autres Grands Prix qu'il a fait ça. Hein. Je crois qu'il y a le Grand Prix d'Imola il y a 2 ans, ou pareil, quand il a eu sa 5e place. Bref, c'est moche. C'est très, très, très moche. Passons sur les pilotes Alfa Romeo. Donc les pilotes Alfa Romeo, Guan Yu Zhou, je lui ai mis un 9 en qualification, et Bottas, je lui ai mis un 7. Alors, Guan Yu Zhou qui va en Q3, là où Bottas est éliminé pour 6 dixièmes. Après, il peut y avoir l'évolution de piste. Mais Guan Yu Zhou était solide, performant, ça fait plaisir, enfin. Mais je suis partisan des personnes qui pensent que Bottas sous-performe et fait du Bottas dans cet Alfa Romeo. L'Alfa Romeo est censé être bien plus haut, et à chaque fois Bottas, de temps en temps il se qualifie comme un dieu, genre 5-6ème, trop fort, et le Grand Prix d'après, il est nulle part, mais genre nulle part, même par rapport à son coéquipier, il est genre nulle part. Et rebelote, en rythme de course, l'Alfa Romeo, elle est incroyable, et pourtant Bottas fait de la merde. Et quand je vous dis qu'il fait des Bottas, je peux pas faire mieux. En course, j'ai mis un 9 à Guan Yu Zhou, qui se retrouve malheureux par la stratégie, mais qui est quand même content de son résultat. Donc, Bottas, au départ, il est derrière Guan Yu Zhou qui même fait le premier tour, il se retrouve même à attaquer Daniel Ricciardo devant lui sur la ligne droite, mais il peut pas. Bottas, il arrive, il fait une erreur, il tire tout droit, il perd sa place sur Perez, il perd sa place sur Albon. Bordel de merde, quand tu sais que t'es une Alfa Romeo, c'est un peu comme les Ferrari, et que tu sais qu'il faut absolument pas te retrouver derrière une Williams, parce que ça va être l'enfer à dépasser. Encore une fois, le rythme de l'Alfa Romeo est incroyable. Il devait être en liste, et moi je suis supporter Alpine, mais clairement il devait être en liste pour avoir la 6ème position d'Ocon. Large, il aurait, je pense, avec son rythme, dépassé Guan Yu Zhou avec l'expérience, ou ils auraient inversé les positions, mais de toute façon ça sert plus jouer au stand qu'autre chose. Et derrière, mais non, en fait, il se retrouve bloqué derrière une vieille Williams pendant je sais pas combien de tours, une quinzaine de tours ou un truc comme ça. Non, Bottas qui fait du Bottas. Cet Alfa Romeo vaut bien mieux que ça. Clairement. Et c'est tâche en fait. Donc oui, à la fin, le résultat final joue en sa faveur. Mais pour moi, il n'a pas fait le taf. Je peux pas lui mettre un 8, clairement. Malgré tout, il va prendre quand même des bons points, parce que la virtual safety car se retrouve un petit peu mêlée, et en fait il est devant Guan Yu Zhou, et sur la safety car, du coup la safety car lui conserve sa position face à Guan Yu Zhou. Je pense qu'il aurait dû s'arrêter une deuxième fois sur le pneu hard, ou du moins les pneus frais de Guan Yu Zhou auraient pu lui permettre de le dépasser, mais la safety car fait que Bottas a gardé sa position, suivi de Zhou, et tous les deux ont mis une énorme pression à Alonso, qui avait un petit problème mécanique. Donc voilà, pour moi, Zhou a fait un très bon Grand Prix, très gros rythme, et Bottas, il sous-performe encore une fois. Mais ça se voit pas, les gens vont dire « Ouais, Bottas 7ème, Bottas il est vraiment trop fort à Alfa Romeo ». Non, Bottas, il a eu des problèmes mécaniques, ça a été un des plus malchanceux, avec Zhou d'ailleurs, pour la fiabilité de l'Alfa Romeo est horrible, hein. On peut parler de l'Alpine, mais Alfa Romeo, c'est horrible, horrible. Mais pour le coup, voilà, il a eu des qualifs où il a eu des problèmes mécaniques, mais il y a eu des qualifs où il est inexistant. Il y a eu des qualifs où il se qualifie, il aurait pu faire mieux. Il y a des courses où, je suis désolé, mais Miami, il est large avec son rythme. Et pour autant, il finit derrière les 2 Mercedes, parce qu'à la bataille, il n'arrive pas à s'imposer, alors qu'il avait largement le rythme pour tenir les Mercedes. Donc ouais, il perd des points, il sous-performe, et en fait, ça reste pour moi
le Bottas qu'on connaît depuis toujours, il n'y a pas de renouveau, ben, c'est un Bottas qui est mou dans les combats. Je veux dire, même Alonso, il aurait pu le dive 2-3 fois s'il voulait prendre un risque, mais il l'a pas fait. Enfin, il est toujours mou dans les combats, il est parfois exceptionnel en qualif, parfois nul, et en course, il a un super bon rythme, mais il fait toujours des conneries. Donc, ouais, je sais pas. Passons maintenant chez Alpine. J'ai mis un 6,5 en qualif à Ocon et un 10 à Alonso. 10 à Alonso, on peut pas lui mettre moins que 10 à Alonso. Je veux dire, deuxième, première ligne. Le gars se qualifie même devant Carlos Sainz, qui est passé encore une fois à côté de ses qualifs. Il a du mal, hein, Carlos Sainz. Il a du mal à tout aligner. Donc voilà, c'est loin de Verstappen, impérial, mais c'est un 10. Ça, c'est mythique. Les gens s'en souviendront encore, même dans quelques années. Genre, waouh, t'as vu la deuxième ligne d'Alonso sous la pluie, c'était top. C'était cool. Donc là-dessus, j'ai mis un 6,5 à Ocon. Il y a quand même 1 seconde 6 d'écart, je crois, avec Alonso, même si voilà, c'est pas comme si c'était 1 seconde 6 sous le sec. Je suis en train de me demander, en tant que statisticien, j'aime bien regarder les données un peu d'Alpine, c'est un peu chelou le... On dirait qu'il y a de nouveau un problème châssis sur la voiture d'Ocon, j'espère que pour Silverstone ça sera réglé, parce que c'est très bizarre. Honnêtement, quand on voit les données, je comprends typiquement pas comment il peut y avoir autant d'écart entre deux pilotes. Je vais essayer de vous la retrouver parce que je l'avais mis de côté. Par exemple, sur cette image. Voilà, donc pour moi, ça c'est une courbe qui est plutôt une bonne courbe, hein. Vous voyez donc Latifi qui est loin d'Albon, mais on a une courbe de voitures les plus rapides, et donc forcément ça diminue comme ça. Et donc là, il n'y a absolument rien de choquant quand tu regardes ça. Tu vois. Tu dis ok, Albon, derrière, devant, il y a les deux McLaren, il y a Stroll, Gasly, Vettel, les deux Alfa Romeo, Ocon, Alonso, puis derrière Leclerc, ralenti et bouchonné par Ocon, donc forcément en termes de rythme, bah, il n'est pas en frière comme l'était Sainz. Les deux Mercedes, et voilà, je veux dire, devant, t'as Sainz Verstappen. Ouais, cette courbe, tu la vois, tu dis, ok, on comprend pourquoi les McLaren n'ont pas fini dans les points, on comprend pourquoi les Aston Martin étaient proches de finir dans les points, on comprend aussi que les Alfa Romeo étaient meilleurs que tout cela, que les Alpines, sur ce Grand Prix, étaient encore meilleurs, et du coup, méritaient la 6e, 7e place, c'est normal. Mais quand derrière, on te dit, alors, je sais pas, à prendre avec des pincettes, que Alonso perdait 1 seconde juste dans les lignes droites de Montréal... Non, excusez-moi, il y a un problème. Je veux dire, on a beau aimer les données, mais je sais pas où il y a une couille, parce que s'il gagne 1 seconde, ça veut dire que il était juste derrière le rythme de Sainz, alors qu'en réalité, bah, il avait même pas le rythme des Mercedes, parce que Hamilton l'a suivi durant tout le premier relais. Il y a aucune raison d'attaquer un pilote au premier relais. Le premier relais, t'attends, et quand vient les pit stops, bah, s'il n'y a pas eu de virtual safety car ou autre, quand vient les pit stops, bah, tu t'arrêtes un tour avant, tu fais l'undercut, et après tu as plus de rythme, donc le pilote te revoit pas, tu vois. Mais moi, je sais pas, quand je me dis qu'il gagne 1 seconde, j'ai l'impression que chez Alpine, on est en mode... on va faire la saison normalement avec Ocon, et on va tout déployer avec Alonso, mais genre on débride le moteur, ou je sais pas, mais par contre, la fiabilité, elle en prend un coup. Mais le problème, c'est qu'Alonso lui-même, il est pas là pour faire 8ème. Il dit toujours qu'il veut faire des podiums, il veut faire des podiums, des pole positions, etc. Il s'en fout, lui, d'être 7-8ème. Et on comprend à son âge qu'il a plus besoin de ça. Mais j'ai l'impression que, ouais, il y a des trucs sur sa voiture qui font... En plus, il a les upgrades généralement un Grand Prix avant Ocon, qui font que bah, la fiabilité, elle en prend un coup, parce qu'il tente le tout pour le tout le temps à 100% avec sa voiture. Mais le problème, c'est qu'en pilote de Formule 1, tu peux pas être tout le temps à 100% pour sa voiture. Ça a été prouvé, il y a déjà des données sur le fait que Alonso, il tape beaucoup plus dans les tours qu'Ocon. Ocon redescend dans les 5000, 5500 tours, là où Alonso ne redescend jamais en dessous de 7000 tours, il monte beaucoup plus haut dans les tours, il demande beaucoup plus aux pièces de son moteur. Moi, d'un côté, je suis pas étonné quand il a des problèmes de fiabilité moteur. On lui a dit, bah, écoute mec, t'as des problèmes température moteur, et au final, d'un fil en aiguille, ça fait une fuite. Donc, ouais, je suis pas plus étonné que ça, tu vois. Parfois, faut peut-être, comme diraient les pilotes de Formule 1, parfois il vaut mieux être plus lent pour au final être plus rapide. S'il avait préservé peut-être un petit peu plus sa monoplace sur le premier relais parce qu'il voulait tenir le rythme d'Hamilton, en préservant un peu plus sa monoplace, il laisse passer Hamilton par fierté, il sait qu'il peut pas rouler avec, et il restait devant Ocon, mais en relevant le pied, tu demandes moins
à ta monoplace, tu demandes moins à ton moteur, mais non, Alonso, c'est je tape dedans, je tape dedans, je tape dedans. Donc oui, la fiabilité, elle prend un coup, donc en termes de points, ça se joue aussi. Donc ouais, une seconde, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, être supporter d'Alpine, je vois pas une seconde Alonso plus rapide qu'Ocon, tout comme je vois pas Ocon une seconde plus lent qu'Alonso, ça n'a aucun sens. On a vu que depuis l'année dernière, justement, c'est même la paire de pilotes qui ont le rythme le plus serré de toute la grille. Donc en course, j'ai mis un 9 à Ocon. Bah écoutez, un 9, j'allais lui mettre un 8,5, mais je lui ai mis un 9 parce qu'il a joué le rôle de l'équipier. Donc petit point bonus, je vous ai dit, un 8 c'est faire le taf, 8,5 course solide, et le petit point, demi-point bonus parce que bah, il a aidé Alonso à pas sortir des points. Sans Ocon, si Ocon partait, c'était mort, Alonso se faisait dépasser par tout le monde derrière avec son problème. Il n'avait pas de vitesse de pointe, en fait il avait même pas la vitesse de pointe des McLaren. Donc il serait fait dépasser par tout le monde, il serait sorti hors des points complètement. Maintenant, il y a deux courses qui sont problématiques. Je vous dis que je note aussi ce que le pilote peut faire au maximum. Et en soi, la réalité, ici, ça fait mal au fion. Mais dans le dernier tour, Alonso fait des zigzags, mais des gros zigzags. Il change au moins 7 fois de direction, c'est n'importe quoi. J'avais dit sur les forums qu'il aurait une pénalité de 5 secondes, largement avant que la pénalité tombe. C'était sûr, j'avais regardé les on-board et tout, c'est garanti. Donc là, le problème, c'est qu'en fait, si les gens ils vont dire, ouais, mais s'il fait pas cette défense, Bottas l'aurait dépassé. Et j'ai envie de dire, ouais, en fait. Mais du coup, Alonso, il aurait fini une place devant, en fait. Il aurait perdu une place sur Bottas, mais il aurait gagné une place sur Guan Yu Zhou. Et il a beau avoir un problème mécanique, on a retrouvé un peu le Fernando Alonso des 3 premiers Grands Prix. C'est-à-dire un pilotage de frustration. C'est-à-dire qu'il part dans sa tête avec je veux ça, je veux ça, je veux le podium. Il a dit non, je savais que ça serait pas réaliste, mais dans sa tête, il voulait le podium. Quand Hamilton ressort derrière Ocon à la radio, il demande où c'est qu'est ressorti Hamilton. On lui dit derrière Ocon et il répond bon, vous savez ce que vous devez faire. Donc dans sa tête, Alonso, il voulait déjà challenger Hamilton pour sa position. Alors que non, tu n'as pas le rythme des Mercedes en fait. Et rebelote, après c'est avec Leclerc. Tu sais que déjà que t'étais voué à terminer derrière eux. Et la course réaliste d'Alonso, ça aurait été de finir derrière Red Bull, Mercedes et Ferrari. Et là, tu prends tes points. En fait, ce qu'Ocon a fait, il a fini derrière Red Bull, Mercedes et Ferrari. Parce que c'est là où Alpine peut se situer en tant que quatrième force. Donc ça sert à rien de se voir trop gros. Et donc, admettons, il veut se voir trop gros au début de la course, pourquoi pas. Et à la fin, quand il a son problème mécanique, je vais pas reprendre sur le fait qu'il dit qu'il est 100 fois plus rapide qu'Ocon et qu'il veut la position, etc. On est sous la chaleur, c'est les pilotes, ils conduisent super vite et tout, on s'en fout de ça, c'est normal, c'est à chaud. Mais en fait, on a demandé à Ocon de ralentir pour garder Alonso dans son DRS. Et c'est un petit peu le débat de toute une vie. Hein. Moi, je milite depuis la Hongrie, la victoire d'Ocon là-dessus. Pour ceux qui ne savent pas, c'est exactement ce qu'a fait Ocon lors de son premier podium à Sakir en 2021. En 2020, pardon, avec Renault. Sergio Perez était premier et Ocon a gardé Stroll dans son DRS pour pas que Bottas le dépasse. Parce que Bottas, avec son problème de stand, il avait des vieux pneus. Et donc en faisant ça, il a pu retenir la Mercedes de Bottas, il a retenu Stroll derrière son DRS, avec la vitesse de pointe de la Renault. Et en fait, il sait faire ça. Défensivement, il sait très bien le faire. Et c'est pas... Ocon n'a pas l'agressivité d'Alonso, ça c'est clair et net. Mais défensivement, c'est pour moi un des meilleurs pilotes sur le plateau. Il sait défendre sa position. On l'a vu face à Leclerc. Mec serein, pas une erreur. Leclerc a beau avoir une voiture plus rapide, avec la différence de pneus, bah c'était à peu près équivalent. Donc au final, Leclerc, il est jamais passé. On l'a vu avec Vettel en Hongrie. Vettel avait une Aston Martin plus rapide, il avait même usé plus de carburant, donc il était plus léger en termes de performance. Il est jamais passé. Vous pouvez reprendre la Russie avec Daniil Kvyat, il y avait des pneus plus frais. Je crois qu'il l'a retenu derrière pendant 50 tours. C'est incroyable. Donc en termes de défense sur un pilote assez équivalent, c'est très difficile de passer Ocon. Et donc il a fait ce qu'il a fait à Sakir, il a tenu la personne derrière dans son DRS sans se faire dépasser avec des très bonnes sorties de virage à l'extérieur. Et il a réappliqué ça sur Alonso. Je maintiens que c'est en Hongrie, il aurait jamais perdu sa victoire, même si Alonso avait pas défendu. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est Sainz
qui n'a pas cette connaissance-là. En fait, Alonso et Sainz étaient ensemble. Quand Hamilton a voulu attaquer Alonso, eh ben on a eu ce dilemme de les batailles, les batailles. Et là, qu'est-ce qu'a fait Sainz? Il a dit, ok, derrière ça se bataille, j'essaye de m'échapper et de prendre de l'avance. Ce qu'il n'a jamais, jamais réussi à faire. Jamais. Impossible. Donc du coup, au final, Alonso travail incroyable, il retient Hamilton, et à bout d'un moment, Alonso fait une erreur, il fait un lock-up, et c'est uniquement pour ça d'ailleurs qu'Hamilton passe, parce qu'Alonso aurait pu aussi retenir Hamilton encore plus longtemps, mais Hamilton est passé à cause de l'erreur d'Alonso personnelle, puis après il a rattrapé Sainz, puis Sainz a perdu sa place, et après il rattrapait Vettel, sauf que dans la réalité des cas, Alonso a réussi à bloquer Hamilton avec une Alpine. On sait que l'Aston Martin de Vettel était plus rapide que l'Alpine à ce moment-là, sauf que bah, c'est la Hongrie, magie, vos idées ont du génie. Croyez-moi que si Hamilton avait rattrapé Vettel avant, c'est Ocon dont on parle. Ça, c'est des choses qui sont pas mises en valeur dans les médias, mais croyez-moi que Ocon n'aurait pas fait ce que Sainz a fait. Il n'aurait pas dit « Oh, ils vont se batailler, j'essaye de m'échapper ». Ça ne saurait pas marché. Ocon aurait attendu, il aurait pris Vettel dans son DRS, et jamais, au grand jamais, la Mercedes aurait été capable de passer une Aston Martin avec un DRS. Déjà qu'il a galéré à doubler une Alpine sans DRS, donc imagine, si Sainz avait fait le bon jeu, il aurait gardé Alonso dans son DRS, Hamilton ne serait jamais passé. Alonso avec le DRS, Hamilton ne passait jamais. Sainz aurait conservé son podium, et Alonso aurait gardé une 4e place. Les deux auraient gardé leur place. Bon, par chance, Vettel se fait disqualifier, donc Sainz prend le podium. Mais globalement, c'était super mal joué de Sainz. Mais ça, encore une fois, les médias n'en parlent pas. C'est Sainz qui foire un petit peu ce truc-là et qui perd la position. Il aurait dû garder, il aurait même dû avoir une 2e place au Grand Prix de Hongrie avec Ocon. Donc c'est dommage. Mais en soi, c'est quelque chose dans... Voilà, j'espère que je vous ouvre un peu les yeux dessus, ça vous permettra de voir des pilotes un peu différemment parfois, mais c'est des trucs dont, voilà, c'est pas genre, ouah, il a plongé à l'intérieur, ouah, tout le monde est excité. Non, c'est pas ça. C'est pas ce genre de pilotage, mais c'est pas un pilotage moins efficace pour autant. Au contraire. Donc à partir de là, ça soulève pas forcément les foules, mais ça ramène des points, c'est drôlement efficace, et en termes de stratégie, tu peux tenter des trucs. C'est pas pour rien qu'en premier relais, si jamais Ocon démarre derrière Alonso, vous allez toujours voir Ocon perdre énormément de temps au début. Parce qu'il poussera jamais autant qu'Alonso. Alonso est tout de suite à fond. Ocon va gérer ses pneumatiques, peut-être pour un long relais si on lui demande, ou des potentiels safety cars, etc. Donc il fera toujours ça. Donc sur les premiers tours, vous verrez toujours avoir d'un seul coup 10, 15 secondes de retard sur Alonso. Pourquoi? Parce que si jamais il se passe quelque chose, ça permet à Alpine d'arrêter Alonso dans les stands et limite parfois de le ressortir devant Ocon. Comme ça, Ocon, bah, s'il faut, il peut protéger et ça fait une double position. Donc stratégiquement, c'est intéressant. Ça ne sert à rien d'avoir deux pilotes qui tirent la bourre à 100%, là, comme ça, qui sont à moins d'une seconde, l'un et l'autre, en mode, ouais, on va essayer de se dépasser. Non, stratégiquement, en tant qu'écurie, c'est nul à chier. Parce que si jamais il faut que tu les rentres au stand parce que les deux ont cramé leurs pneus, eh ben, il y en a un qui va passer un tour avec des pneus de merde et il va perdre du temps, il va perdre des places, etc. Donc, en soi, en termes d'intelligence de course, c'est pas des choses qui sont mises en avant par les commentateurs et je trouve ça dommage parce qu'on devrait avoir une science de la course qui devrait être expliquée par des commentateurs professionnels. Autre chose que George Russell est vraiment trop rapide à 20 secondes d'Hamilton. Lando Norris est vraiment trop fort. Ou merde quoi. C'est-à-dire au bout d'un moment expliquer des choses qui sont intéressantes parce que les gens comprennent pas la science de la course et ça devrait être expliqué durant le commentary. Leclerc, je lui ai mis un 7,5 en course en le attrapant en qualif. Ouais, c'était un petit peu mon coup de gueule, mais il y en avait besoin avec tout ce qui se passe. 7,5 sur Leclerc, pour moi, il n'a pas fait le taf. Le taf pour Ferrari, quant à la meilleure voiture, à égalité à peu près, c'est de faire top 4, donc les deux Red Bull et les deux Ferrari, il n'y a pas moyen, hein, moins que top 4, c'est un peu abusé. Là, il finit derrière les deux Mercedes. Donc on peut pas dire qu'il ait fait le job, parce que s'il avait fait le job, il devait terminer devant les deux Mercedes, derrière Sainz. Ça, c'était un 8. Malgré tout, dans la stratégie, etc., avec le safety car et autres, pourtant, il a eu le safety car qui a permis de remonter pas mal de moments. Et il y a le pit stop de merde qui le ressort derrière les 4 pilotes qui devaient pas sortir. Merci Ferrari. Malgré tout,
Voilà, il y a le pit stop, j'en tiens pas compte. Il a quand même réussi à remonter. Mais bon, c'est une très bonne course, hein. 7,5, c'est 15 sur 20 quand même, hein. 75 sur 100, lol. Euh, Ça aurait dû finir devant Mercedes. Même Ferrari, en interview, a déclaré que bah, justement, Ocon avait fait un très bon Grand Prix et qu'il pouvait rien y faire parce qu'il avait fait une grosse défense. Il a bloqué Leclerc, je crois, pendant 25 tours. C'est waouh! Il n'a pas réussi à le passer. Ça fait mal. Il y avait une différence de pneus, mais il y avait aussi une différence de puissance de voiture. Donc ouais, c'est dommage. Bon, il prend quand même un peu de points. Et c'est quand même derrière Mercedes, c'est dommage, hein. Même Ferrari, là, ils perdent des points au classement sur Mercedes, c'est con. Du coup, non, je dis des bêtises, 18, 15, 12, 27, non, ils prennent un point sur Mercedes. Russell et Hamilton, donc j'ai mis un 9 à Hamilton en qualif. Bah écoutez, il a fait le job, c'était sous la pluie. Il prend la 4ème position. Euh, c'est quand même derrière Alonso, qui a fait un truc incroyable, qui mérite son 10, mais c'est quand même derrière les Red Bull et les Ferrari, donc il met la voiture où elle veut. Russell qui prend un risque, qui fait des dégâts sur les longs arrière, qui coûte de l'argent à son écurie, qui prend quand même une bonne position euh, dans la Q3, donc 8ème. Mais je vais être honnête avec vous, quand tu as une voiture, surtout sous la pluie, qui peut jouer facilement le top 5 devant les As, genre easy, tu prends pas autant de risques en fait. Parce que après tu te retrouves mêlé. Imagine tu prends un mauvais départ, après tu te retrouves derrière Alpine, Alfa Romeo, As, McLaren. Ça peut vite aller être relou quoi. Donc la séance de qualification, quand tu as une voiture qui peut être top 6, il faut être top 6, c'est tout. Donc c'est pas une bonne séance de qualification. Je comprends la prise de risque de dire je mets les pneus slick pour tenter la pole position. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, c'est le blabla Alonso, tu vois. Genre, ouais, super, t'as eu la pole position avec ta Mercedes, mais tu fais quoi? Derrière, il y a Verstappen et Sainz. Jamais tu les retiendras parce que votre voiture n'est pas dans la même ligue. Donc en gros, tu joues la 3ème place, mais j'ai envie de te dire que si tu pars 5ème, la 3ème place, elle se joue aussi avec ton coéquipier, quoi. Donc ouais, la prise de risque, mais cette fois-ci, soit t'es un génie, soit t'es un loser. Bah là, pour le coup, Russell a été un loser avec les pneus slick, il s'est tapé le mur. Et en course, j'ai mis donc un 9 à Hamilton, un 8 à Russell. Russell a fait le taf. Il a facilement dépassé. Il n'a pas pris de risque au début. Il double assez aisément Ocon. Donc il sécure sa position. Après, il remonte. Il n'avait pas le rythme d'Hamilton sur cette piste. Vous pouvez le voir ici d'ailleurs. Un petit peu en dessous, pourtant, il a pu rouler facilement sans trop de problèmes, à part les premiers tours où il passe la As de Mick Schumacher, je crois. Non, de Magnussen, pardon, qui avait ses problèmes. Après, il se retrouve derrière Hamilton, un petit peu en dessous d'Hamilton. Hamilton a fait un très bon week-end, pour le coup. Sainz et Verstappen. Donc, Sainz, j'ai mis un 9 Verstappen en qualif, bien évidemment. Il fait le taf, il prend la pole position, loin devant tout le monde. Que dire, c'est excellent. Sainz, par contre, je lui ai mis un 7. Il y avait moyen de jouer la pole position. Il finit quand même très, 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 très loin de Verstappen, au point de même perdre la place sur Alonso. Au début, il a de la chance, il touche pas Alonso, et après, bon, il a la Ferrari, il double Alonso, il n'y a pas de problème. Et puis, il a mis la pression à Verstappen sans jamais le passer au Grand Prix, et Verstappen a subi la pression sans jamais céder. Donc j'ai mis un 9 aussi à Verstappen sur son Grand Prix, excellent, et un 8,5, un très bon Sainz. Mais encore une fois, bah, ça a manqué d'agressivité là, même si ça a tenté des choses. Voilà. Pour le Grand Prix, du coup, on aura des notes avec Verstappen, Hamilton, Guan Yu Zhou et Albon, qui ont fait un très bon week-end, que ce soit en qualification ou en course. Ils ont été vraiment excellents. Alonso, qui a été incroyable aussi hein, ce week-end, hormis son erreur personnelle, qui lui vaut une petite perte de points quand même. Il aurait pu avoir un 18, un 19 même, j'aurais pu lui mettre s'il n'avait pas perdu ses points, s'il avait fini comme il fallait. Après, on a Sainz, Ocon, Bottas, Ricciardo, qui, bon, ont fait ce qu'ils ont pu, mais entre guillemets, c'est un bon week-end, pas de problème. Soit ça pêche d'un côté ou de l'autre, c'est pas parfait, mais ça reste un week-end très solide. En dessous, on a Magnussen, Vettel et Stroll. Là, on est plutôt sur des pilotes qui ont eu un vrai problème durant la course. Soit c'est un manque de jugement de la part de Magnussen en course qui lui plombe totalement sa possibilité de récupérer des points, soit dans le cas des Aston Martin, c'est leur qualification où ils sont passés complètement à côté.
Russell, qui a fait un week-end assez moyen. Alors, oui, je sais vous dire, ouais, mais t'es fou, il finit quatrième, il a plein de points. Je sais, mais je note et les qualifications et la course. La course, il a 8, il a 16, mais en qualification, je suis désolé, il a fait de la merde, tu peux pas dire le contraire. Après, on a Schumacher qui a fait un très bon week-end, mais attention, il a qu'une note, hein, donc voilà, le 9. Gasly qui est passé un peu en dessous, sous les radars, clairement, là, pas terrible. Leclerc, encore une fois, attention, là, Schumacher c'est plus un 18, Leclerc c'est un 15, du coup un week-end solide, bien évidemment. Latifi c'est en dessous, Norris on est sur un 8, comme Gasly un peu, on va dire. Et Tsunoda qui est passé à côté. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On attend avec impatience maintenant le Grand Prix Silverstone avec toutes les améliorations. Mercedes, Alpine, Alfa Romeo, Aston Martin, Williams qui ont déjà annoncé beaucoup d'améliorations. McLaren aussi, je crois. AlphaTauri. Ah là, j'avoue que je suis. Non, peut-être pas AlphaTauri, je sais plus. Là, je suis curieux hein, de savoir est-ce qu'enfin Alpine va pouvoir prendre le challenge sur Mercedes à la loyale. Je serais super content. Néanmoins, du coup, Ocon a sa moyenne qui diminue là récemment sur les 3 derniers Grands Prix. Là où Alonso est en train de remonter en flèche hein, d'ailleurs. Côté Alpine, ça fait plaisir de le revoir au taquet. Espérons que ça continue pour la suite, justement. Parce que s'il continue comme ça, il va prendre la mesure d'Ocon assez facilement s'il se réveille pas non plus. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.